En 2021, grâce au concours financier de l'Agence de l'eau, les chambres régionales d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, en partenariat avec la DRAF, ont mené une étude socio-économique sur l'agriculture irriguée du bassin Adour-Garonne. Cette étude vise à mettre en lumière la place et le rôle de l'agriculture irriguée dans l'économie agricole et agroalimentaire du bassin, cela afin de contribuer aux réflexions et aux décisions en matière de politique publique, mais aussi de renforcer la connaissance et la communication sur l'irrigation. Cette étude est divisée en deux parties. La première étudie un certain nombre de bases de données à l'échelle du bassin Adour-Garonne pour quantifier l'enjeu socio-économique que représente l'irrigation et certaines filières clés particulièrement liées à cette pratique. La seconde partie s'attache à expliciter la place de l'irrigation au sein des exploitations agricoles et dans la dynamique des territoires. Cette partie a pris la forme de 5 diagnostics territoriaux, dont 4 ont été réalisés par des étudiants AgroParisTech en 2020 et 2021. Cette série de vidéos présente leurs résultats. Les territoires qui ont été étudiés sont les suivants. Ils ont été choisis pour refléter différentes facettes de l'agriculture irriguée du bassin et pour en présenter divers enjeux. Une marche différente de calcaire du bassin aquitain. Également exclut le plateau de Melle au nord, qui est situé sur les terres rouges à châtaignier, qui ne représentent pas du tout le même type de terre que les terres de Groix dans notre région. Et enfin, j'ai enlevé de la zone d'étude l'AOC fin bois de Cognac, où les paysages présentent beaucoup davantage de vignes. Donc, quand on regarde le climat de la zone d'étude, quand on regarde le diagramme ombrothermique, on ne voit pas de déficit hydrique moyen en moyenne dans la période, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Cependant, lorsqu'on regarde le détail d'année en année, on voit qu'il y a souvent un déficit hydrique d'1 à 2 mois, mais ce n'est pas sur la même période. On peut voir en 79 que le déficit hydrique était en juin-juillet. En 85, c'était en août-septembre. Et en 2011, c'était en avril-mai. Ainsi, ces déficits hydriques ne se voient pas sur le diagramme moyen. En ce qui concerne les caractéristiques géomorphologiques du territoire, comme je l'ai dit, on se situe dans le bassin aquitain et plus précisément sur la bordure nord-est de ce bassin. Donc, cette zone va être caractérisée par la succession de couches de calcaire plus ou moins argileux en fonction de la période à laquelle ils ont été déposés, qui ont ensuite été érodés, et ce qui a formé aujourd'hui une région de plateaux de basse altitude, comprise entre 30 et 100 mètres d'altitude. Ces blocs de calcaire ont été également parcourus par des failles, et notamment 2 failles traversent toute la zone d'étude au nord de la zone d'étude pour former un couloir dans lequel il y a qui forme une dépression marneuse. Et on peut regarder la coupe géologique qui est représentée sur cette slide. On voit la succession des marches. Donc, il y a d'abord, juste après le plateau de Melle, cette dépression marneuse dans le couloir de faille. Ensuite, un plateau sur calcaire argileux qui va être représenté par des caractéristiques de calcaire assez tendres et également assez imperméables, dans lequel la Boutonne a formé dans lequel de nombreux affluents vont rejoindre la Boutonne. C'est un plateau sur calcaire dur où les reliefs sont plus marqués, et d'ailleurs au sommet de ces reliefs ils sont souvent boisés, et dans lequel la Boutonne a creusé un lit principal étroit, et il y a très peu d'affluents et ce sont des affluents temporaires. Et enfin, un plateau sur calcaire marneux. Ces calcaires sont plus argileux que le plateau de calcaire argileux au nord, et donc ils ont des propriétés encore plus imperméables et également plus riches en argile.
On peut voir également sur cette coupe la circulation de l'eau en profondeur. Donc on voit au plus profond une nappe profonde infratoarcienne, ici notée IT, en dessous de la couche du toarcien. Cette nappe est très profonde sur la quasi-totalité de la région, mais est accessible au nord où l'on peut faire des forages, et c'est un réservoir de très haute qualité et de grande quantité. Ensuite, il y a une nappe intermédiaire qui est la nappe ici notée D du Dogger, qui est juste au-dessus du toarcien. Et enfin, la nappe superficielle, qui est une nappe d'accompagnement de la rivière de la Boutonne, qui va être connectée à cette rivière. C'est-à-dire que de temps en temps, elle va remplir la rivière, et de temps en temps, c'est la rivière qui va remplir l'eau va couler de la rivière vers la nappe. Et c'est dans cet aquifère-là, dans cette nappe superficielle, que la plupart des forages agricoles pompent. Au-dessus de ces substrats se sont développés des sols aux différentes propriétés. Ici, j'ai représenté les caractéristiques des sols de Groix, qui sont des sols de calcaire argileux, qui vont être différents en fonction du calcaire sur lequel ils sont formés. Donc sur les calcaires durs, on va avoir des sols peu épais, très riches en cailloux, peu riches en argile. Ce sont des sols séchants qui ont des réserves utiles très faibles, d'environ 50 mm. Alors que les sols de Groix qui se sont développés sur ces calcaires argileux sont plus profonds, moins caillouteux. La réserve utile y est plus élevée, parfois atteignant jusqu'à 80-90 mm. Et ce sol est également riche en argile, ce qui en fait des sols avec des plus hauts potentiels. Par comparaison, aujourd'hui, on a des rendements d'environ 50 quintaux en blé sur les sols de calcaire dur et d'environ 65 quintaux sur les sols de calcaire argileux. Je vais maintenant vous présenter 3 sous-régions que j'ai délimitées dans ce bassin. La première sous-région dont je vais vous parler, qui est située à la fois sur cette dépression marneuse dans le couloir de faille au nord et sur le plateau de calcaire argileux, donc c'est la région la plus au nord de notre région d'étude. Cette sous-région va être caractérisée par une large vallée principale qui s'étend dans tout ce couloir de faille et sur laquelle on va trouver un couloir large d'alluvions récentes de fond de vallée où les sols sont encore inondables aujourd'hui et occupés, comme on peut le voir sur la photographie aérienne, par des prairies entourées d'arbres. Ensuite, des terrasses alluviales sur des sols argileux qui sont les sols les plus riches avec des réserves utiles élevées, des versants de colluvions. Et ensuite, sur le plateau de calcaire argileux, on retrouve aujourd'hui, ce plateau est à grande dominante de grandes cultures, et on retrouve 2 types de plateaux. Donc le plateau sur calcaire argileux qui va être avec des sols de Groix moyennement profondes, et le plateau sur calcaire fissuré plus au sud, où les Groix sont un peu moins profondes. Donc ce qui caractérise, je l'expliquais, c'était la largeur de la vallée principale, mais également le nombre d'affluents qui permet à la plupart des agriculteurs d'avoir accès à de nombreux étages agroécologiques. Ensuite, quand on passe un peu plus au sud, sur une sous-région centrale dans notre zone d'étude, on se retrouve sur des plateaux de calcaire dur. Les sols sont des sols sur platin, donc très peu épais, et très séchants. Et les affluents, il n'y a qu'un seul affluent qui est temporaire, c'est-à-dire qu'il va être souvent asséché l'été. Et la vallée principale est étroite, avec des terrasses alluviales et des alluvions récentes très étroites. Donc on va de la grande culture céréalière et un peu de culture irriguée le long de la vallée. Enfin, la dernière sous-région que nous allons étudier est au sud de notre zone d'étude. Elle est située sur des plateaux de calcaire marneux qui sont encore plus argileux que les plateaux de calcaire argileux au nord. La vallée est également importante comme au nord. On retrouve les mêmes étages agroécologiques qu'au nord. Cependant, le plateau de calcaire est plus argileux, donc les sols qui se sont développés au-dessus sont plus profonds et plus riches, ce qui permet aujourd'hui d'atteindre des rendements jusqu'à, je le disais tout à l'heure, 65 quintaux, voire 70 quintaux les bonnes années. Nous allons maintenant étudier les trajectoires des systèmes de production dans cette zone d'étude, en nous attardant plus particulièrement sur l'irrigation, puisque c'est pour cela que j'ai réalisé ce diagnostic.
D'abord, dans la dépression marneuse et le plateau de calcaire argileux, donc c'est la première sous-région qui est située au nord. Donc je l'avais dit, il y a une importante part de vallée qui était occupée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale par des prairies permanentes. Les prairies permanentes étaient communales sur les terres d'alluvions inondables et inondées, donc les alluvions récentes. Et les prairies sur les terrasses alluviales étaient des prairies permanentes privées, de telle sorte que tous les exploitants à l'époque avaient accès à de la prairie, soit par une parcelle de prairie privée, soit par une parcelle de prairie communale. Cependant, les prairies communales étaient inondées jusqu'à assez tard, donc les bêtes ne pouvaient pas sortir avant avril. Les prairies privées, elles, étaient d'abord fauchées, et elle n'était pâturée qu'à partir de juillet par les bêtes. Le plateau, lui, était occupé par des céréales et des fourrages, notamment des betteraves et des choux, mais également des vesses-avoine, de la culture de vesses-avoine et de la luzerne. Enfin, sur les colluvions qui étaient riches, qui étaient les sols les plus riches à l'époque et exploitables, on pouvait retrouver également une ancienne variété de maïs appelée garouillet, qui était un petit supplément de fourrage pour les bêtes à la fin de l'été. Comme je vous le rappelle, il y a tous les ans des déficits hydriques et souvent en été, donc cet apport de fourrage était nécessaire. On pouvait distinguer 3 catégories d'exploitation en fonction de la surface à laquelle ils avaient accès et du matériel auquel ils avaient accès. Donc on le voit ici, il y a des petites exploitations d'environ 5-8 hectares et les plus grandes faisaient 12-18 hectares. Les plus petites avaient de la main-d'œuvre familiale et devaient vendre de la main-d'œuvre, alors que les plus grandes pouvaient avoir jusqu'à 2 employés et éventuellement des journaliers agricoles. Grâce à ces ressources, les agriculteurs pouvaient avoir des petits cheptels bovins et caprins avec 3 à 5 vaches et jusqu'à une dizaine de chèvres. Les vaches et les chèvres consommaient des ressources différentes et donc pouvaient valoriser les différents étages agroécologiques. Les chèvres consommaient davantage de luzerne, utilisée sur le plateau, et les vaches davantage de foin de la fauche des prairies permanentes privées, mais également de vesses-avoine. Le plateau sur calcaire dur va présenter les mêmes types d'exploitation qui sont des exploitations de polyculture, polyélevage avec autoconsommation. Cependant, les sols y sont moins riches, comme je l'ai expliqué, et ceci se traduit par le fait qu'il faut plus de surface pour pouvoir nourrir le même cheptel d'environ 2-3 vaches et une dizaine de chèvres tout au maximum. Les prairies privées se trouvaient dans le fond de vallée et il y a toujours peu de fonds de vallée dans cette sous-région, ce qui explique aussi le fait qu'il y ait moins de vaches. Enfin, la sous-région sur calcaire marneux présentait des sols plus riches et permettait d'avoir davantage de fourrage, de réserves de fourrage, ce qui permettait d'avoir plus de bêtes par unité de surface. Et donc pour les mêmes catégories de surface que la boutonne amont, on pouvait retrouver jusqu'à 7 vaches et quelques chèvres. Toutes ces bêtes étaient élevées pour produire du lait, soit pour la consommation personnelle, soit pour la vente, et parfois avec un petit peu de transformation de lait en beurre et en faisselle pour la consommation personnelle, et le surplus était vendu. À partir du milieu des années 50, il y a une période de motomécanisation, donc avec l'acquisition d'un tracteur pour la plupart des exploitations, qui a permis une révolution fourragère. Cette révolution fourragère est également permise par le développement des prairies temporaires qui se sont installées vallées sur les terres d'alluvion qui ont été assainies, c'est-à-dire qu'il y a eu des fossés qui ont été creusés, et sur le plateau par des prairies temporaires, notamment de luzerne et de dactyle. Ces ressources ont permis d'accroître la quantité de fourrage disponible sans augmenter la quantité de travail nécessaire, ce qui a permis d'augmenter pour chaque exploitation le cheptel. Donc on peut voir sur cette figure l'évolution des 3 sous-régions. Donc, la région nord qui est représentée à gauche dans ce rectangle bleu, on retrouve les 3 types d'exploitation à la sortie de la guerre.
Donc ces exploitations ont toutes pu acheter un tracteur, voire 2 tracteurs pour les plus grandes. Situées plutôt sur le plateau qui avaient accès à davantage de terres cultivées en luzerne ont davantage augmenté le cheptel caprin, alors que les exploitations qui étaient davantage situées dans la vallée avaient plus accès aux alluvions, aux terrasses alluviales qui ont été assainies et ont pu augmenter le cheptel bovin jusqu'à une douzaine de vaches. Les plus petites exploitations restaient sur le même système fourrager basé sur des choux, des betteraves et également de la fauche de prairie permanente. Sur la sous-région centrale, les exploitations étaient avaient moins de ressources fourragères que les autres sous-régions, puisque les sols étaient moins riches. Et malgré le fait que les exploitations ont quasiment toutes pu se procurer un tracteur, elles n'ont pas pu toutes mettre en place elles ont pu mettre en place des prairies temporaires, mais les ressources n'étaient pas suffisantes pour augmenter les troupeaux de manière aussi importante qu'au nord et au sud. Et on montait jusqu'à 8 vaches et une trentaine de chèvres. Enfin, sur les plateaux de calcaire marneux, la spécialisation s'est faite davantage en bovin, puisque tous les agriculteurs avaient accès à des terres de vallée, puisque les affluents étaient nombreux. Il y avait donc dans cette sous-région des cheptels bovins plus grands, avec jusqu'à une quinzaine de vaches. Ensuite, à partir des années 70, il y a eu une période de spécialisation. En effet, à cette période, de nombreux matériels performants qui permettaient de cultiver des plus grandes surfaces ou de traire un plus grand nombre de bêtes nécessitaient des investissements conséquents et il fallait faire le choix d'investissement. Donc les exploitations qui avaient accès à la vallée vont drainer les terrasses alluviales pour pouvoir les cultiver en maïs. Le maïs est également une des principales transformations de cette période-là, des années 70, puisque ce maïs est un fourrage très dense énergétiquement qui a permis d'affourager davantage de vaches. Et sur les plateaux, il y a toute une phase de remembrement où il y a des haies qui sont coupées, des parcelles qui s'agrandissent, et ce qui permet pour les exploitations qui étaient situées davantage sur le plateau de s'agrandir et de s'agrandir grâce à la disparition des plus petites exploitations et de se spécialiser en céréaliculture. Cela se traduit par une fois de plus, j'ai représenté les 3 sous-régions, l'évolution des 3 sous-régions. Cela va se traduire par une spécialisation en céréaliculture pour les plus grandes exploitations qui ont pu récupérer les terres des plus petites exploitations qui, elles, ont disparu car elles n'ont pas pu mettre en place ces nouveaux moyens de culture et qui sont partis vers d'autres travaux en ville. Ensuite, les exploitations qui se situaient essentiellement sur le plateau, mais sur des plateaux un peu moins riches, notamment les plateaux qui vont être plus au sud de cette sous-région amont, vont se spécialiser en chèvres, avec une 70 chèvres. Et les exploitations qui étaient davantage situées dans la vallée se sont mis à cultiver du maïs sur les terrasses drainées et ont pu élever jusqu'à une 20, 25, 28 vaches laitières. Jusqu'alors, les vaches étaient essentiellement des vaches mixtes et une des autres caractéristiques de cette période-là est le début de la sélection génétique, donc aussi bien en maïs, mais également pour les vaches qui étaient maintenant de race Holstein. Enfin, les plus petites exploitations n'avaient toujours qu'une dizaine de vaches mixtes et une vingtaine de chèvres. Je vous précise juste que pour passer en élevage laitier avec une vingtaine de vaches, les 2 systèmes ici spécialisés en élevage laitier, il fallait faire des investissements conséquents pour, je l'expliquais, le maïs, mais cela impliquait également l'investissement dans des stabulations libres pour pouvoir distribuer ce maïs, et également dans une salle de traite accolée à la stabulation libre pour pouvoir traire toutes les vaches en un temps raisonnable. Sur le plateau de calcaire dur, tous ces investissements dont je viens de parler n'ont pas pu être mis en place par beaucoup d'exploitations. Seules les grandes exploitations des vallées ont pu mettre en place
ce système-là. Les plus petites exploitations sont pour la plupart, ont disparu pour la plupart à la retraite des exploitants, et beaucoup d'exploitants ont pris une pré-retraite et ont quitté l'agriculture à ce moment-là. Et sur le plateau, à l'endroit où les agriculteurs n'avaient pas accès à la vallée, mais seulement aux vallées secondaires, la spécialisation caprine et en céréales était encore plus marquée que dans les sous-régions amont et aval. Enfin, sur le plateau de calcaire marneux, on retrouve les mêmes caractéristiques que sur le plateau de calcaire argileux, excepté la spécialisation caprine, puisque toutes les exploitations qui avaient déjà un cran supérieur d'investissement et un peu plus grand à la décennie précédente, ont pu investir dans les moyens qui sous-tendent la spécialisation laitière et ont pu investir se spécialiser en lait. Un autre système de production apparaît également avec des élevages porcins pour les exploitations qui se situaient à proximité des laiteries qui étaient dans cette sous-région les plus développées. À partir des années 80, il y a eu un essor de l'irrigation. En effet, je l'ai expliqué, le maïs à cette époque-là n'était cultivé que sur les terrasses alluviales qui avaient une réserve utile suffisante. Et afin d'étendre cette culture de maïs sur le plateau, où elle n'était pas possible, les éleveurs bovins qui voulaient produire davantage de maïs en silage se sont mis à faire des forages pour pouvoir puiser dans la nappe superficielle d'accompagnement de la rivière et pour pouvoir étendre le cheptel bovin ou augmenter la part de maïs en silage dans les forages. On passe donc de 20 forages à 140 forages en une quinzaine d'années. Ces évolutions peuvent se traduire par une différenciation encore plus grande des systèmes de production en fonction de l'accès à l'eau. Les élevages laitiers qui ont eu les moyens de mettre en place l'irrigation ont pu continuer à produire du lait de vache, alors que les autres exploitations qui n'ont pas eu les moyens de mettre en place cette irrigation se sont davantage tournées vers d'autres productions. Et ce qui a déterminé la production vers laquelle ils se sont tournés, c'est les étages agroécologiques auxquels ils avaient accès. Les exploitations qui étaient davantage sur le plateau et qui cultivaient de la luzerne se sont spécialisées en chèvre, alors que ceux qui étaient plutôt situés dans la vallée se sont spécialisés, donc avec des prairies permanentes importantes, se sont spécialisés en vente, en élevage allaitant avec vente de broutards et de quelques taurillons. Il y avait toujours des plus petites exploitations qui n'avaient pas pu mettre en place toutes les évolutions dont j'ai parlé, mais qui restaient en polyculture, polyélevage avec autoconsommation. Enfin, les plus grandes exploitations ont continué de grandir et certaines ont pu acquérir de l'irrigation pour cette fois-ci non pas cultiver du maïs en silage, mais du maïs grain et parfois du maïs semence. C'est les premières exploitations qui ont pu cultiver du maïs semence. Dans la sous-région centrale, il n'y avait accès à l'eau que pour très peu d'agriculteurs qui étaient le plus proche de la boutonne et qui se sont eux spécialisés davantage en vente de vaches allaitantes, de broutards repoussés et ils ont arrêté le lait puisqu'ils avaient des trop faibles quotas laitiers. J'ai oublié de le dire, effectivement, à partir de 1984, il y a eu la fixation de quotas laitiers et les exploitations de cette sous-région eurent les plus petits quotas laitiers et se sont davantage tournées vers d'autres productions. Pour les exploitations qui n'avaient accès qu'au plateau et pas à la vallée, elles ont continué de grandir en acquérant les terres des plus petites exploitations qui avaient arrêté l'agriculture et se sont continuées la spécialisation en céréaliculture. Enfin, sur le plateau de calcaire marneux, on retrouve les mêmes transformations que sur le plateau de calcaire argileux, avec légèrement des surfaces légèrement plus grandes et des élevages plus grands par l'histoire où ils étaient légèrement favorisés. À partir des années 95, il y a une multiplication des assecs estivaux. Les ressources de la boutonne, les ressources de la nappe d'accompagnement étaient en danger et donc il y a eu un plan mis en place pour réduire l'irrigation. Donc les nouveaux forages étaient restreints, il y a eu un quota d'eau qui était fixé pour chaque exploitation
il y a eu des arrêts préfectoraux l'été en fonction des seuils fixés de débit de la Boutonne. Et enfin, une réflexion sur des projets de réserve qui étaient à l'époque qu'à l'état de projet. De plus, cette période est marquée par une première phase où les prix étaient défavorables, les prix des productions agricoles, et un pic, une flambée des prix. La phase de prix défavorable a entraîné une fragilisation des systèmes de culture, de grande culture. Et la flambée des prix a participé notamment pour les élevages laitiers à cette époque-là à le renforcement de ces systèmes. Donc, on peut, pendant cette période-là, une expansion des grandes cultures au détriment de l'élevage, puisque les exploitations gagnaient toujours davantage de terres, ce qui leur permettait de quitter l'élevage pour pouvoir faire de la céréaliculture. Les exploitations qui, elles, irriguaient ont dû réduire les surfaces irriguées pour pouvoir respecter les réglementations, et également réduire la quantité d'eau par hectare cultivé. Donc les surfaces de maïs qui autrefois nécessitaient 3000 m3 d'eau n'en nécessitaient plus que 2000 à cette époque-là. La poursuite de la spécialisation se marque aussi par l'achat de matériel plus performant, avec des tracteurs jusqu'à 200 chevaux en céréaliculture, des robots de traite pour les élevages bovins, et des enrubaneuses pour l'élevage caprin, et notamment pour enrubaner la luzerne, qui est difficile à travailler. Sur le plateau de calcaire dur, il y a eu un déclin massif de l'élevage au profit de la grande culture, et seules les exploitations en vaches allaitantes avec vente de broutards et de taurillons ont pu poursuivre cette activité avec de l'irrigation. Et enfin, sur les plateaux de calcaire marneux, on retrouve une évolution semblable à celle des plateaux de calcaire argileux, avec néanmoins davantage de systèmes spécialisés en production de maïs grain et de maïs semences, grâce à des sols plus profonds et plus riches, qui permettaient de produire d'avoir des bons rendements en maïs. À partir des années 2010, les projets de réserve qui avaient été émis à partir des années 95 ont pu voir le jour pour notamment 4 réserves dans le secteur amont de la Boutonne, mais toutes les autres réserves, c'est-à-dire qu'il y avait 10 réserves prévues en Deux-Sèvres et une vingtaine en Charente-Maritime, n'ont pas pu voir le jour parce que les dossiers sont toujours en cours de validation administrative, et il y a de nombreux blocages par des associations, notamment des associations environnementales. Sur la figure que l'on voit à droite, on peut voir donc les volumes qui étaient prélevés en 2001, puis la deuxième colonne montre les volumes qui étaient autorisés aux agriculteurs en 2014. La diminution a été permise notamment par la mise en eau de ces réserves, mais également par les économies d'eau dont je parlais. Et le projet des réserves, des autres réserves, permettrait de combler donc la partie que l'on voit entre les tirets rouges et les tirets verts, combler un volume important d'eau. Alors le principe de ces réserves est de puiser de l'eau en hiver pour pouvoir utiliser cette eau-là l'été, et ne pas pomper dans les ressources naturelles l'été. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des retenues de substitution. Et c'est pour ça que ce serait un volume stocké qui serait en moins par rapport au volume prélevé. Et enfin, il reste toujours un déséquilibre résiduel qui nécessite encore des efforts. Les efforts demandés depuis 2010 sont une adhésion obligatoire au projet de réserve qui représente quelques centimes par mètre cube d'eau en cotisant à une ASA ou une coopérative. Et si les agriculteurs ne cotisent pas, ils n'ont plus d'eau. Et donc certains agriculteurs ont fait le choix de ne pas cotiser parce qu'ils avaient déjà des très faibles volumes d'eau, et que cela n'était pas rentable pour eux d'investir en plus dans cette ASA ou cette coopérative. Et les autres agriculteurs, et notamment les éleveurs, ont bien participé à ces projets collectifs et ont pu garder l'irrigation.
Un autre point à partir des années 2010, c'est un cours défavorable du maïs, alors que l'électricité augmente. Et comme les pompes d'eau utilisent de l'électricité, les exploitations en maïs se voient favorisées. On arrive donc à la typologie actuelle, où les élevages suivent leur spécialisation d'élevage avec des élevages plus grands et de matériel plus performant. Dans l'élevage pour la culture de maïs, notamment de maïs irrigué. Et en grande culture, les exploitations, comme je l'ai expliqué, de maïs se sont trouvées fragilisées par la baisse du prix du maïs et la hausse du prix de l'électricité. Et il y a eu une diversification des systèmes irrigués en maïs. Notamment de betteraves porte-graines avec une usine qui s'est implantée dans la région, l'usine Telplanque. D'autres ont continué en maïs grain, mais avec des plus grandes surfaces pour pouvoir contrebalancer la baisse de valeur ajoutée par hectare de maïs par une plus grande surface. Et d'autres exploitations ont continué en maïs grain, mais avec du maïs en investissant dans des systèmes de stockage et de séchage de maïs qui leur permettaient de contrôler la vente. Certains agriculteurs se sont tournés vers l'agriculture biologique, qui leur ont permis de valoriser les terres, les cultures céréalières. On retrouve les mêmes systèmes sur le plateau de calcaire marneux. Cependant, sur le plateau de calcaire dur, toutes les exploitations en élevage ont disparu suite au départ à la retraite de ces exploitations, et elles se sont tournées vers la production de maïs grain en essayant également gagner des terres pour pouvoir gagner de la valeur ajoutée. Donc ici on voit la production de valeur ajoutée brute par hectare en fonction des types de cultures. On voit que les cultures céréalières en agriculture biologique sont généralement 300 € supérieures en valeur ajoutée par hectare par rapport aux autres cultures céréalières, et qu'en agriculture biologique par rapport aux betteraves porte-graines, on a 1000 € de valeur ajoutée supplémentaire. Et on peut voir aussi que le maïs grain se rapproche vraiment de la valeur ajoutée par hectare des autres cultures céréalières non irriguées. On arrive donc à la production de valeur ajoutée par actif des différents systèmes de production. Donc j'ai mis des gouttes d'eau sur les systèmes d'exploitation qui irriguaient. On peut le voir que ce sont les systèmes d'exploitation qui produisent le plus de valeur ajoutée par hectare, excepté les exploitations en vaches allaitantes avec vente de broutard et de taurillon, puisque les cours de la viande animale sont assez faibles. Parmi ces systèmes irrigués, on voit que les systèmes en agriculture biologique dégagent plus de valeur ajoutée que les systèmes en porte-graines, et encore plus de valeur ajoutée que les systèmes de maïs irrigués. En ce qui concerne les élevages bovins laitiers, on observe une valeur ajoutée aussi assez importante de ces systèmes-là. Et les systèmes d'élevage qui vont produire le plus de valeur ajoutée par hectare sont les systèmes caprins, bien qu'ils ne soient pas irrigués, puisque les cours du lait de chèvre sont assez favorables. Enfin, les systèmes non irrigués céréaliers sont ceux qui dégagent le moins de valeur ajoutée et qui sont obligés d'étendre leur surface pour pouvoir compenser la baisse de valeur ajoutée par une plus grande surface. En effet, j'ai oublié de mentionner le fait que les systèmes avec irrigation avaient davantage d'actifs que les systèmes non irrigués, ont davantage d'actifs que les systèmes irrigués. Ceci permet de mettre en évidence que l'irrigation permet de maintenir des actifs dans les milieux ruraux, de dégager de la valeur ajoutée, et également d'avoir des systèmes de production, une diversité de systèmes de production que l'on ne retrouve pas dans les systèmes non irrigués. Quand on regarde les revenus agricoles et la part des subventions, on observe que les systèmes irrigués sont ceux qui bénéficient du moins de subventions et qui sont les moins dépendants des subventions. Par opposition, les systèmes non irrigués, on peut voir où il n'y a pas de goutte d'eau, sont très dépendants des subventions, jusqu'à plus de 100%. Et donc sont très dépendants des subventions. On peut voir maintenant les revenus agricoles par actifs familiaux.
des différents systèmes de production et on peut observer que, une fois de plus, les systèmes irrigués vont dégager des revenus par actifs familiaux supérieurs à ceux des systèmes non irrigués, excepté les systèmes caprins, qui sont, comme je l'ai dit, en ce moment avec des prix porteurs, des logiciels porteurs. Donc, pour conclure, cette étude nous a permis de voir que l'irrigation permettait de maintenir une diversité de systèmes de production, de préserver l'emploi dans le secteur agricole, de garantir une importante production de valeur ajoutée par hectare. Cependant, nous avons vu que le maïs irrigué, qui est aujourd'hui une des cultures principales irriguées aujourd'hui, a une valeur ajoutée par hectare qui diminue. Donc les agriculteurs qui irriguent leurs terres sont en train de chercher d'autres solutions pour pouvoir valoriser les terres irriguées, notamment les porte-graines, betteraves porte-graines. De nombreux contrats peuvent se signer avec Delplanque. Et une autre sortie pourrait être l'agriculture biologique. Comme nous avons vu, la valeur ajoutée par hectare des systèmes en agriculture biologique est bien supérieure à celle des autres cultures. Voilà, je vous remercie pour votre attention.